moitié des ouvriers du secteur de la construction déclaraient en 2019 ne pas se sentir capables de tenir jusqu'à la retraite. Bonjour, vous écoutez Les Mondes à construire, le podcast de Léonard pour mieux comprendre les transformations des villes et des territoires, l'avenir des métiers de la construction, des mobilités et de l'énergie. Dans cette deuxième saison, nous nous intéressons aux risques émergents auxquels pourraient être confrontés les métiers de la construction et de la gestion d'infrastructures dans les années à venir. Quels sont ces risques et de quoi parle-t-on concrètement ? Quels sont les enjeux pour les différentes parties prenantes ? Mais aussi quelles sont les conséquences à anticiper dès maintenant pour protéger l'avenir ? Aujourd'hui, nous accueillons Olivier Mériot, directeur des études et synthèses chez Plein Sens, cabinet de conseil spécialisé des relations et des organisations du travail. Auparavant, Olivier a été chercheur à Sciences Po et directeur technique et scientifique de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Nous échangeons ensemble sur les deux problématiques suivantes. Quelles sont les tendances actuelles en matière de santé au travail dans la construction ? Mais aussi comment les entreprises peuvent-elles s'adapter à ces changements et préserver la santé et le bien-être de leurs travailleurs. Bonne écoute. Bonjour Olivier Mériot. Bonjour. Dans un premier temps, pourriez-vous nous expliquer comment évoluent les enjeux de santé au travail auxquels font face les entreprises ? Alors, la première chose à souligner, c'est que les problématiques de santé au travail évoluent avec l'évolution de l'environnement économique, des sciences et des techniques d'une part, et puis avec l'évolution des problématiques sociales ou sociétales d'autre part. Et que tout cela génère sans cesse de nouveaux facteurs de risque. D'abord, sur le plan de l'économie et des sciences et des techniques, à partir de la fin du 19e siècle, avec l'industrialisation, les enjeux étaient essentiellement autour des risques liés à la proximité physique du travailleur avec un environnement industriel, avec des machines, avec des chantiers de construction, etc. Et donc, on était vraiment là aussi dans un univers où le travail coûtait physiquement, où il y avait un effort physique à réaliser. Et donc, dans ces activités-là, qui existent évidemment toujours aujourd'hui, on a à la fois un cumul de risques et de pénibilité d'ordre physique. Là, on est dans un univers industriel. Ensuite, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, avec le développement des activités tertiaires, avec des outils informatiques, avec le management moderne, on voit se développer d'autres environnements, d'autres manières d'organiser le travail et donc d'autres facteurs de risque. On voit l'explosion des risques psychosociaux depuis le début du XXIe siècle, qui témoigne à la fois de la transformation du travail, un travail qui est moins basé sur la transformation des matières, davantage sur la transformation, la transmission de l'information. On voit l'intensification du travail, on voit la réduction de l'autonomie des salariés qui sont de plus en plus soumis à des prescriptions, à des cadres de contraintes extérieures en termes de rythme, de cadence, etc., à des sollicitations, aux multitâches, à des interruptions, à la charge mentale, etc., sans avoir forcément des marges de manœuvre pour s'ajuster et pour faire face à ces aléas. Et donc là, on est vraiment dans un univers autre, qui est moins celui de l'industrie, qui est davantage celui du tertiaire, avec cette nouvelle catégorie de risque qui est très difficile à appréhender, on y reviendra. Ces facteurs de risque, ils ne disparaissent pas quand une époque passe, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt tendance à s'empiler les uns sur les autres au fil du temps. Les risques industriels n'ont pas disparu avec le passage massif à une société tertiaire. Et donc ça rend particulièrement complexe les stratégies de prévention. Les risques trouvent leurs racines beaucoup plus dans l'organisation du travail lui-même. Et il ne s'agit pas simplement de se mettre en conformité ou d'éliminer des sources de risque. Le risque est inhérent à l'activité même de travail, ce qui rend les choses beaucoup plus complexes en termes de logique de prévention. Dans le contexte de l'allongement de la vie professionnelle, comment cela affecte-t-il la santé physique et mentale des travailleurs ? Alors, l'allongement de la vie professionnelle, il a d'abord un premier effet, c'est d'exposer davantage les travailleurs à l'usure professionnelle, c'est-à-dire à une exposition répétée au fil du temps, à des situations contraignantes qui vont laisser des traces définitives, bien qu'elles ne soient pas toujours perceptibles immédiatement, mais laisser des traces sur la santé qui vont à un moment donné peut-être altérer leur capacité de travail et leur qualité de vie. Et donc, avec première conséquence, c'est celle d'une sorte de vieillissement prématuré, parfois une perte de capacité de travail, pouvant aller jusqu'à des restrictions médicales, pouvant même aller jusqu'à une invalidité. Sur le plan de la santé mentale, quand on est sur des emplois peu pénibles, sur le plan physique, ce qui est observé au fil de l'allongement professionnel, de la vie professionnelle, c'est plutôt une forme de fatigue, de lassitude, que les entreprises interprètent parfois comme des formes de désengagement,
qui sont peut-être plus des formes de prise de distance vis-à-vis du travail et vis-à-vis du travail dans sa vie personnelle au global. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que tous les facteurs qui vont déterminer notre capacité à rester au travail en bonne santé, c'est la résultante de tout ce qui s'est passé avant. Et la fin de carrière, parfois la mi-carrière, dès 45 ans, pour des professions très exposées à des pénibilités, c'est le moment où on se voit présenter l'addition, en réalité. Et c'est pour ça aussi que c'est un sujet compliqué, c'est parce qu'en général, on y reviendra, quand les entreprises commencent à s'apercevoir, ou quand les salariés eux-mêmes commencent à s'apercevoir qu'il y a un problème, en général, c'est déjà trop tard pour agir sur les causes racines de la situation. Donc c'est évidemment une optique d'anticipation qu'il faut essayer d'avoir sur ces sujets-là, sur la réforme des retraites. Cette réforme des retraites de 2023, elle a au moins eu le mérite de remettre sur la table, alors beaucoup disent trop tardivement, mais en tout cas, de remettre sur la table ce sujet des conditions d'un travail soutenable dans la durée, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention des conditions permettant le départ à la retraite. En mars dernier, dans ce contexte-là de réforme des retraites, la direction des études du ministère du Travail avait sorti une étude qui montrait que quand on interrogeait les Français en 2019, 37% d'entre eux déclaraient ne pas se sentir capables de tenir dans leur travail jusqu'à la retraite. 37%. C'est heureusement un sentiment qui décroît avec l'âge, puisque c'est 60% des moins de 30 ans ne se sentent pas capables, parce que la ligne d'arrivée paraît très très loin, et c'est seulement 18% des 50 ans ou plus. Il n'y a pas que les pénibilités physiques, on a souvent tendance à focaliser là-dessus, il y a aussi beaucoup le sens du travail aujourd'hui qui rentre en ligne de compte comme élément de motivation aussi, et d'engagement dans l'activité professionnelle. Et puis, puisqu'on parle, on est aujourd'hui dans un cadre qui concerne le secteur de la construction, quand on regarde ces chiffres, il faut aussi noter que la moitié des ouvriers du secteur de la construction déclaraient en 2019, donc avant la réforme de 2023, ne pas se sentir capables de tenir jusqu'à la retraite. Et comment les entreprises peuvent-elles aider les travailleurs les plus âgés à préserver leur santé tout en prolongeant leur carrière ? Alors, les entreprises peuvent aider les travailleurs plus âgés en aidant tout le monde, en réalité. En aidant tout le monde à bien veiller au travail, sans se focaliser ni sur une catégorie en fonction de l'âge, ni sur des qualités ou des faiblesses prêtées aux personnes sur la base de seuls critères. Car là, on serait déjà dans le stéréotype. On serait déjà en train de prêter aux salariés âgés, de manière collective, des comportements, des caractéristiques qu'ils n'ont pas forcément. La capacité d'un salarié à rester longtemps au travail en bonne santé, elle dépend à la fois de facteurs individuels, les expériences vécues, le parcours professionnel, mais elle dépend aussi d'un environnement collectif. Par exemple, les représentations sociales qu'il peut y avoir dans une entreprise, dans la tête de manager, dans la tête de recruteur, sur les effets du vieillissement, sur les difficultés, entre guillemets, des travailleurs vieillissants. Et ces représentations, elles vont être plus ou moins accentuées en fonction, par exemple, de l'existence ou pas d'une solidarité entre les équipes. Dans beaucoup d'environnements de travail, on s'aperçoit qu'il y a une solidarité qui permet effectivement à des personnes de prendre en charge leur activité. Autrement dit, l'âge n'est pas à lui seul un prédictif de la manière dont on va s'user ou pas au travail. Le vieillissement, c'est surtout un processus progressif qui se construit tout au long du parcours professionnel. Et donc, le véritable enjeu pour les entreprises, c'est pas de se focaliser, c'est un peu l'erreur qui est commise souvent, c'est pas de se focaliser sur une population précise, c'est-à-dire les vieux, entre guillemets, c'est surtout de garder en bonne santé leurs salariés, quelles que soient leurs caractéristiques, et tout au long de la vie professionnelle. C'est vraiment à tous les âges, à tout âge, que se construit cette capacité à rester longtemps en emploi. Et donc plus spécifiquement, comment les entreprises dans les domaines de la construction peuvent s'adapter et accompagner leurs employés sur toute la durée de vie de leur travail ? Car on sait que ce sont des milieux qui sont quand même touchés par la pénibilité du travail. Effectivement, les entreprises de la construction, il y a différentes populations, différents métiers. On pense évidemment spontanément plutôt au secteur ouvrier, donc avec des pénibilités physiques effectivement importantes, mais il y a aussi de plus en plus des populations cadres qui ont d'autres contraintes en termes d'activité et de travail. Les enjeux, c'est essentiellement de créer des conditions favorables pour qu'un nombre plus important de travailleurs plus âgés, qui voudraient continuer à travailler, y parviennent. C'est-à-dire les aider à rester à la fois en capacité physique, sur le plan de vue de la santé, et en capacité professionnelle
c'est-à-dire sous l'angle des compétences. Et les deux sont liés, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en particulier les populations en voie de désinsertion professionnelle, c'est-à-dire qui, au fil de leur carrière, au fil de l'avancée du temps, ont de plus en plus de mal à tenir leur poste. Ça va se marquer par de l'absentéisme récurrent, par du désengagement, etc. Ces personnes-là, on leur a pas donné suffisamment en amont des capacités pour évoluer professionnellement. Alors, on se focalise souvent sur, effectivement, les métiers les plus pénibles. Et même dans la réforme des retraites, cette image est revenue, employée par les hommes politiques, c'est-à-dire l'image du carreleur, qui va pas être carreleur jusqu'à 65 ans, parce que de toute façon, à 45 ans ou à 50 ans, ses genoux sont flingués et il peut plus se mettre en position pour carreler. Et donc, encore une fois, quel que soit là, sur ce métier-là, les aménagements qu'on puisse mettre ou les précautions que l'on puisse mettre pour que le travail soit moins pénible, il reste de toute façon une dose incompressible de pénibilité. C'est vrai pour ce métier-là, c'est vrai pour d'autres. Dans cette mesure-là, la mesure de prévention la plus efficace, c'est d'accompagner le salarié pour qu'à un certain âge, il puisse se reconvertir et échapper à des métiers pénibles. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important. Dans les entreprises, ont de plus en plus conscience, mais qui reste difficile à mettre en œuvre de manière opérationnelle, parce que ça demande des moyens, parce que ça demande une ingénierie RH adaptée. Aussi parce que l'environnement légal sur le droit de la formation professionnelle ces dernières années n'a pas vraiment facilité ces reconversions. Là aussi, ça a été un sujet qui a été pointé dans le cadre de la réforme des retraites. Pour s'adapter à cette réalité, en réalité, les entreprises doivent éviter un certain nombre de pièges. D'une part, en rester au traitement des situations d'urgence. On l'a dit, le propre des problématiques de vieillissement au travail, c'est que quand le problème apparaît, c'est souvent déjà trop tard pour agir pour ceux qui sont concernés. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur la gestion des situations d'urgence. Il ne faut pas non plus foncer tête baissée, parce qu'il faut prendre le temps d'un diagnostic en amont. Il faut vraiment prendre le temps d'avoir une analyse précise de sa démographie, métier par métier. Il faut aussi aller creuser au-delà des données factuelles. On l'a dit, il y a des enjeux culturels, il y a des enjeux de représentation extrêmement forts. Et il y a énormément de plans d'action qui vont buter en fait sur des réalités culturelles dans la mise en œuvre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des managers? Comment on regarde ces salariés vieillissants? Et donc, cette dimension-là, elle est compliquée à prendre en charge. Sans doute, elle doit commencer aussi par un effort au sommet, comme ça a été le cas d'ailleurs quand on a traité des sujets de stéréotypes liés au genre, liés à la place des femmes dans le marché du travail. On pense à toutes les actions de sensibilisation qui ont été menées dans les entreprises, qui bien souvent, et c'est la bonne stratégie, ont commencé par sensibiliser le top management à ces enjeux-là. Le top management, c'est souvent des très seniors et qui ont un peu de mal à considérer que les autres seniors ne sont pas toujours dans les mêmes dispositions, ont pas toujours autant de facilité pour continuer à travailler et à s'investir dans leur travail. Un autre piège, on l'a évoqué rapidement, c'est se focaliser sur la pénibilité physique. Encore davantage dans des secteurs où de fait, il y a un certain nombre de métiers qui sont réellement pénibles physiquement, mais il y a aussi ce phénomène d'épuisement ou d'essoufflement psychologique, professionnel, qu'il faut prendre en compte et qui est au moins aussi important pour que les gens arrivent à continuer à travailler longtemps dans de bonnes dispositions. On l'a dit également, le piège classique, c'est de se focaliser uniquement sur la population des seniors. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pour ça qu'une approche plus centrée d'ailleurs sur le fait de construire des organisations accueillantes pour tout le monde, quelles que soient ses caractéristiques, construire des organisations réellement inclusives, des organisations qui font place à la diversité, à la singularité. Les entreprises ont eu tendance à se focaliser sur les critères d'âge parce que le législateur a beaucoup réfléchi comme ça et a beaucoup construit surtout des dispositifs de gestion des fins de carrière à partir de ces critères d'âge. Et les entreprises se sont aussi mises dans ce mouvement-là. Ça a généré pas mal d'effets pervers. Et puis, autre piège, autre difficulté à relever, c'est un cloisonnement excessif des démarches de prévention santé au travail, des démarches RH, parce qu'on a vu, pour agir sur ce sujet-là, il faut être à la fois sur le sujet de la santé et des conditions de travail, mais aussi beaucoup sur le sujet des carrières, du développement professionnel, de l'accompagnement RH des professionnels. Merci Olivier Mériot. Je vous en prie. Pour aller plus loin sur certains sujets et certaines thématiques qui ont été abordées dans ce podcast, d'autres podcasts sont à venir, notamment sur les sujets de la santé mentale, de la seniorité et du changement climatique.